ton invité, alors que la Cour des comptes vient d'épingler le CE de la RATP. Robert, vous recevez ce soir Nicolas Perruchot, député du Nouveau Centre et rapporteur de la commission d'enquête sur le financement des syndicats. Nicolas Perruchot, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer par l'actualité. Opacité, surfacturation, absence de comptabilité digne de ce nom, patati patata. C'est terrible pour le comité d'entreprise de la RATP. C'est un vrai système, dit la Cour des comptes. C'est d'abord un excellent rapport de la Cour, il faut le souligner, et c'est fait rare. La Cour demande, dès la sortie du rapport, qu'il y ait une procédure pénale qui soit enclenchée, ce qui est encore plus rare pour la Cour des comptes. Donc je crois que c'est un élément évidemment important, c'est un événement, en tout cas par rapport à la vie des comités d'entreprise. Et j'espère, j'ose espérer, parce que ce n'est pas la première affaire qui sort sur un comité d'entreprise d'une grande entreprise comme la RATP. Il faut que maintenant que ça aille au bout et qu'on puisse avoir la vérité. Parce que c'est un problème. EDF, la SNCF, Air France, France Télécom, j'en oublie. Autant de comités d'entreprise qui ont été épinglés. Ce sont des pompes à fric pour les syndicats? En fait, ce qui se passe, c'est que ce sont des entités qui sont dotées de budgets très importants. Dans le cas de la RATP, c'est plus de 50 millions d'euros de budget par an. Dans le cas du comité d'EDF et de Gaz de France, c'est 400 millions de budget, 4000 salariés. C'est près de 500 millions effectivement de budget, c'est 4000 salariés. Donc ce sont d'énormes machines qui malheureusement n'ont aucune règle de contrôle comptable particulière, qui sont très souvent effectivement soumises à des pressions ou à des plaintes judiciaires. Aujourd'hui, dans ces grands comités, toutes les organisations syndicales déposent plainte les unes contre les autres. Et donc on est arrivé à un non-sens complet. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que c'est une pompe à fric pour les syndicats? C'est très compliqué. Est-ce que ça permet de payer, par exemple, les permittents? Ce que dit la Cour aujourd'hui est assez clair, et elle dénonce notamment des systèmes d'argent liquide qui pourraient effectivement remonter à un niveau on ne sait où. Donc il faut effectivement que le juge puisse faire son investigation maintenant de manière tout à fait libre, sans pression particulière, et surtout que l'affaire aille au bout. Je rappelle que par exemple sur l'affaire d'EDF, on attend toujours les conclusions de la justice aujourd'hui, et sur d'autres affaires, elles ont parfois été enterrées ou étouffées. Sur EDF, le CCAS, donc le comité d'entreprise d'EDF, on parlait du financement de permanent du Parti communiste également. Oui, ça fait partie des choses qui aujourd'hui sont dans l'air. Je ne peux pas l'affirmer ce soir devant vous. Ça fait partie des choses qu'il va falloir clarifier. Mais c'est en l'espèce évidemment normal. À partir du moment où vous n'avez aucune règle particulière, ni contrôle, ni appel d'offres obligatoire, ni publication ou certification des comptes, eh bien, il ne faut pas, j'allais dire, découvrir ça aujourd'hui. Il faut simplement maintenant mettre de l'ordre et remettre de la transparence dans ces entités. Comment on va mettre de l'ordre et de la transparence alors que vous étiez le rapporteur d'une commission sur justement l'argent des syndicats, pas que de salariés, d'ailleurs agricoles et les employeurs patrons aussi, absolument, et que, mystère, ce rapport, on ne pourra pas le lire. Pourquoi? Parce que j'ai été lâché la semaine dernière par mes collègues de l'UMP qui, après avoir travaillé à mes côtés pendant plusieurs mois sur les différentes auditions, après avoir reconnu que le travail avait été fait de manière sérieuse, on a eu près de 45 auditions, il n'y a eu aucun clash, on a entendu tous les principaux patrons des organisations syndicales, de Bernard Thibault à Jean-Claude Mailly, en passant par Madame Parisot et d'autres. Donc les choses se sont bien déroulées, et patatras, à quelques heures du vote du rapport de la commission d'enquête, mercredi dernier, on m'a appris que finalement le groupe UMP avait décidé, sans voir le rapport, c'est ça qui est très grave, sans voir le rapport, avait pris la décision de comment vous l'expliquez? C'est pas arrivé comme ça, c'est pas une opération du Saint-Esprit. Je n'ai eu aucune explication sur cette affaire. Ça, je comprends. On parle de pression des organisations patronales, pas que des syndicats, de salariés, des organisations patronales, des syndicats agricoles. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Il faudra. Vous de moi. Non, monsieur Ménard, je n'ai aucune information. Vous ne savez pas comment c'est arrivé? Je vous dis simplement ce qu'on m'a dit. Vous avez demandé des explications? J'ai demandé des explications au président de la commission d'enquête qui m'a indiqué qu'on était à quelques mois des élections présidentielles. Cette explication ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 ans que je demande cette commission d'enquête parlementaire. Il y a 5 ans, on m'a dit c'est pas le moment, on va engager des réformes, il faut que les partenaires sociaux soient associés. Et donc voilà. C'est encore pas le moment à la veille des élections. Si à la moitié du mandat parlementaire, j'ai reposé la question de la commission d'enquête parlementaire. On m'a dit c'est pas le moment, c'est la crise. Et il y a quelques mois, quand j'ai soumis à nouveau l'idée et que finalement elle est passée, on m'a dit oh là là, attention, on est à quelques mois de l'élection présidentielle. En fait, ça n'est jamais le moment de parler de l'argent des syndicats dans ce pays. Et du coup, je ne peux pas vous poser un certain nombre de questions sur ce qu'il y a dans ce rapport, parce que vous êtes susceptible d'être poursuivi si vous me répondez. En fait, j'ai l'interdiction effectivement de commenter les 700 pages du rapport, à la fois les comptes rendus d'audition et les 200 pages du rapport qu'on avait fait, ainsi que la trentaine de propositions que j'avais mis en œuvre. Comment on fait cette interview si vous ne pouvez pas me répondre? C'est quand même un comble. Ce qui est très difficile, mais on le voit, on est rattrapé par l'actualité, Robert Ménard. L'affaire de ce matin qui sort de la Cour des comptes sur ça montre la nécessité de ça démontre qu'il faut pouvoir parler dans ce pays de cette question. Je crois que ce qui est grave par rapport à ce qui s'est passé sur le vote de la semaine dernière, c'est la première fois qu'une commission d'enquête ne peut pas publier son rapport à l'Assemblée nationale. Mais ça veut dire que la droite et la gauche se sont mis d'accord finalement?
C'est un peu plus compliqué que ça. Ça finit par être ça. En gros, pour oui, les gens. parce que les 3 députés socialistes ont voté contre, effectivement, mais je m'y attendais. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils Et la soutiennent. droite s'abstient, conclusion, il n'y a pas de la droite rapport. s'abstient, conclusion, il n'y a pas de publication du rapport aujourd'hui. Et toutes celles et tous ceux qui voulaient avoir l'information en sont privés, ce Donc qui est évidemment on va dramatique. attendre 30 ans pour avoir les chiffres. Quand même, quelques chiffres. Est-ce qu'il est vrai, on ne fait pas allusion au rapport, est-ce qu'il est vrai que, au fond, les organisations syndicales, patronales et de salariés, ça représente en coût pour l'État et pour les entreprises de 3 à 4 milliards? C'est une estimation qui est juste, effectivement. Et surtout, sur ce coup-là, les cotisations pèsent très peu, à peine 3 ou 4% pour les organisations de salariés. Alors, s'ils vivent que de quoi ils vivent? La difficulté, c'est ça. C'est-à-dire que vous le pointez du doigt. En fait, en réalité, les syndicats aujourd'hui sont très largement subventionnés. L'argent coule à flot dans les principales organisations. C'est une difficulté. Ils sont plutôt bons gestionnaires d'ailleurs, parce qu'ils en ont mis beaucoup de côté. Sauf quand ils gèrent les comités d'entreprise. Sauf quand ils gèrent les comités d'entreprise, mais ça c'est à mon avis d'autres questions. Ils sont riches, tous ces syndicats. Ils sont pour la plupart assez riches, sauf les petits syndicats qui eux n'ont quasiment pas de moyens aujourd'hui. Donc il y a des grandes organisations qui ont très bien compris comment le système fonctionnait et qui aujourd'hui, bien effectivement, en vivent très bien. Pour arriver à une somme pareille, c'est pas rien, 3 ou 4 milliards pour les syndicats. Ça veut dire, en gros, c'est le budget de l'enseignement supérieur, pour donner une idée à nos téléspectateurs. Est-ce qu'il est vrai que dans la fonction publique, il y a 17 000 personnes qui sont détachées, mises à la disposition des syndicats? Je pense qu'il y a au moins 17 000 personnes, il y en a sans doute plus. Au moins 17 000 personnes? Au moins 17 000 personnes, effectivement. Je pense qu'il y en a peut-être un peu plus. La complexité, c'est qu'aujourd'hui, on est incapable de donner un chiffre précis. C'est-à-dire que je pense que l'État n'a pas une connaissance précise du nombre de gens qu'ils ont au cours des années, au cours des négociations, parce que c'est l'histoire syndicale qui veut ça et qu'on n'a jamais voulu se préoccuper de cela. On a donné des moyens, on ne les a pas quantifiés. Les organisations syndicales aujourd'hui ont ces moyens à disposition, elles ne savent pas non plus exactement le quantifier. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde se tient par la barbichette, c'est le prix de la paix sociale, on n'en parle pas, c'est ça la réalité? C'est sans doute ça la réalité, c'est-à-dire qu'effectivement on se tient par la barbichette, on a besoin de faire signer des accords et de l'autre côté on demande des moyens et tout ça s'accorde à un moment donné, on se rejoint sur ce sujet-là. C'est extrêmement grave d'abord parce que ça démontre que l'idée qu'on se fait du dialogue social n'est pas du tout celle qu'on montre dans ce pays. Et je pense que c'est ça qui est grave au fond. On a besoin, moi je suis très favorable à ce qu'on ait des syndicats puissants, des syndicats représentatifs. Il y en a dans d'autres pays. Regardez en Allemagne, regardez en Europe du Nord. Ils ne le sont pas, vous nous dites 3 ou 4 milliards. Il y a 8% des salariés qui sont syndiqués en France, c'est le taux de syndicalisation le plus faible d'Europe. Ça veut dire qu'ils ont plein d'argent, ils sont assis sur une espèce de tas d'or pour représenter quasiment personne. C'est justement pour ça, c'est la thèse que je défends depuis très longtemps, c'est-à-dire que je pense que le problème de représentativité est lié au problème du financement. Et tant qu'on ne mettra pas ces deux sujets en même temps sur la table, on aura sans doute... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si on leur donnait moins d'argent, ils seraient obligés d'aller chercher des adhérents. Comme l'argent rentre très facilement ou assez facilement, et comme il y a beaucoup de mises à disposition, on n'a pas besoin d'aller chercher des cotisations, et donc on ne fait plus cet effort. Effort qui était fait il y a une cinquantaine d'années en arrière, quand le syndicaliste était quelqu'un qui était très présent dans l'usine, qui était très représentatif. Ça veut dire quoi? C'est des bureaucrates maintenant, loin du monde du travail? Je pense qu'il y a de tout. Il y a à la fois des gens qui croient au syndicalisme et qui sont sincères, et puis il y en a d'autres qui ont compris que le système pouvait les servir, être utile pour leur carrière ou être utile simplement parfois pour s'enrichir, comme on le voit avec les comités d'entreprise par exemple. Alors, il y a un truc qui m'a sidéré, je ne le savais pas. J'ai vu que pour la première fois cette année, les syndicats en question, ils ont dû publier leurs comptes. Il a fallu attendre des dizaines d'années pour leur demander... Tout le monde publie ses comptes. En fait, la loi du 20 août 2008 a effectivement inscrit qu'il fallait publier les comptes à partir de cette année. C'est pour ça d'ailleurs que le travail de la commission d'enquête était intéressant, puisqu'on avait les premières données chiffrées exactes. Mais comment on tolère une situation on a attendu, Robert Ménard, on a attendu 124 ans, puisque la dernière loi, c'était la loi Waldeck-Rousseau, 1884, et il a fallu attendre le 20 août 2008 pour avoir une nouvelle loi et une évolution. Ça démontre bien en tout cas que sur ce sujet-là, il y a effectivement beaucoup d'opacité et peu d'envie d'aller mettre de la transparence. En 10 secondes, vous avez été un grand naïf quand même à la veille des élections législatives et présidentielles, de croire qu'on allait vous laisser faire ce boulot. Non, moi je crois au travail parlementaire. C'est important d'avoir une Assemblée nationale qui peut fonctionner. C'est pas de la naïveté, je crois vraiment que c'est un sujet qui mérite effectivement qu'on en débatte. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on attendra quand même 30 ans pour avoir les résultats. Je pense qu'on attendra moins que ça. Nicolas Perruchot, merci. Merci à vous. Merci à tous les deux, 18h exactement sur iTélé. Dans l'actualité ce soir, y aura-t-il un jour un procès Courroy? Philippe Courroy, le procureur de Nanterre, sévèrement épinglé par la Cour de cassation aujourd'hui dans l'affaire des Fadettes. La Cour estime qu'il a enfreint la loi sur le secret des sources.